Donc, bienvenue à cette nouvelle édition 33 minutes bien investies proposée par la CAPEB Loire-Atlantique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique sécurité. On essaye d'en faire une à deux par an quand même, dans les 33 minutes. Et cette fois-ci, avec Laurent de l'OPPBTP, on a choisi d'aborder la thématique de la chute de hauteur. Alors, on va parler de ce qu'est la chute de hauteur, ce qu'on appelle la chute de hauteur. Et puis, on va vous proposer des petits systèmes de questions-réponses pour faire un 33 minutes dynamique. Comme d'habitude, on enregistre le webinaire, donc vous pourrez le retrouver en replay dès la fin de la réunion. On vous enverra le diaporama de Laurent également. Et puis, si vous voulez poser des questions, je vous invite à utiliser le système de discussion que vous avez en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire. On n'est pas très nombreux, donc je pense qu'on pourra les traiter au fur et à mesure. Et sinon, on les gardera. Si on voit qu'il y a beaucoup de questions, on les gardera pour la fin. On se gardera un temps de questions-réponses avec Laurent. Ok. Et puis, Mélanie, oui. Est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien toujours mon écran parce que je n'ai plus le cadre vert autour de mon écran, moi. Je vois ton écran. Ok, bon. Merci. Et je vais commencer justement par laisser la main à Laurent qui va se présenter, qui est donc de l'OPPBTP. Je t'en prie, Laurent. Donc, merci Mélanie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Laurent Dalibert de l'OPPBTP. Je ne vous dis pas exactement ce que c'est parce que premièrement, vous devez le savoir. Et deuxièmement, c'est ma première question test après pour voir que le système fonctionne avec Mélanie sur le petit quiz. Donc, on souhaitait effectivement refaire un petit rappel. Je ne vais pas dire ouais, ce ne sont que des rappels, mais non, parce que les chutes de hauteur, c'est quand même un sujet important que tout le monde connaît. Vous avez tous reconnu le logo, donc Travaux hauteur pendant la loi, qui était de la campagne 2015, la première campagne 2015-2018. Malheureusement, comme disait Mélanie, c'est toujours d'actualité. Juste pour info, depuis le début de l'année, sur les 5 départements des Pays de la Loire, on est rendu, nous, au PPBTP, à faire 28 études d'accidents de travail, dont 8 mortels et 5 concernés par des travaux en hauteur. Donc, c'est quand même un sujet qui est important. C'est pour ça que Mélanie et la CAPEB souhaitaient refaire un petit rappel à tout le monde. Donc, effectivement, je comprends que vous soyez déçus qu'il y ait peu de participants, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même toujours avoir à l'œil parce que les chutes d'auteur, c'est quand même une des premières causes d'accidents graves et mortels dans le BTP, quoi. Alors, comme disait Mélanie, on va participer plutôt avec des petits quiz. Par exemple, on va faire la question test. Que veut dire OPP-BTP? Est-ce que c'est l'Office pour promouvoir le bâtiment et les travaux publics? Est-ce que c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics? Est-ce que c'est l'organisme particulier et professionnel du BTP? Ou est-ce que c'est l'organisation des pêcheurs plaisanciers de la Bretagne territoriale profonde? À vous de jouer. Vous remarquerez qu'on a commencé par une question simple. Ah bah moi aussi j'ai l'écran, je vais jouer pour voir ce que ça Oui, donne. oui, vas-y, joue, Laurent. On a 2 réponses pour l'instant. 3 réponses. On va s'accorder un petit peu de temps pour laisser aux autres participants le temps de répondre. Bon, c'est très bien, comme ça je découvre en plus comment fonctionne le système participation avec entre tout le monde avec Zoom. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a répondu? Ouais, on va mettre fin au sondage. Hop là. Alors, tu as quoi comme majorité de réponses, Mélanie? Parce que 4 je sur ne les vois pas. Ouais, 4 sur 4 répondent organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Merci, bonne réponse, effectivement. Donc, effectivement, c'est l'organisme professionnel pour deux raisons. On ne s'occupe que des professionnels du BTP. Toute entreprise qui cotise caisse de congés payés, et ben, bâtiment entrepublic, et ben, je peux les rencontrer où je veux, quand je veux. Je vais sur les chantiers, dans les entreprises. Dès qu'il y a une problématique, vous nous appelez, on intervient sur votre chantier, dans vos entreprises. Et tout ça, c'est intégré dans votre cotisation. Ce n'est pas un coût supplémentaire. Il n'y a pas de facture lorsque l'on va vous rencontrer dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Les seules choses qui sont payantes à l'OPP-BTP, ce sont les formations. Si vous demandez une journée de formation, là, il y a un coût. Mais autrement, tout le reste, ça fait partie du conseil que l'on vous doit vis-à-vis de vos cotisations que vous donnez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à faire appel. Et pour info, grossièrement, ça vous coûte à peu près 25 € par an par salarié. Voilà, donc si vous avez 2 salariés, l'OPP-BTP vous coûte 50 €. Et pour ces 50 €, vous pouvez nous demander tout ce que vous voulez. On vient vous rencontrer chez vous et sur chantier. Donc, Et oui, voilà pour la… Oui, pardon. juste pour enfoncer le clou, c'est vrai que c'est super intéressant, comme le dit Laurent. Vous cotisez déjà pour ça, donc n'hésitez pas.
Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur tout ce qui concerne la prévention et la sécurité en entreprise, même des thématiques sur lesquelles des fois on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Je pense aux bases vie, un truc tout bête, mais tout ce qui est base vie sur chantier, on a eu la question l'autre jour, on s'est retourné vers nous-mêmes, la CAPEB, vers l'OPPBTP pour avoir la réponse. Donc n'hésitez pas. Et j'espère que tu as eu la réponse, Mélanie. J'ai eu la réponse. Très bien. Alors, pourquoi on parle encore de travaux en hauteur? À votre avis, parce que dans le BTP en France, combien d'accidents avec arrêt sont occasionnés par les chutes de hauteur? Est-ce que c'est 1 tous les 6 jours? Est-ce que c'est 6 tous les jours? Est-ce que c'est 1 toutes les 6 heures? Ou est-ce que c'est un accident toutes les 6 minutes? Alors, est-ce que ça s'affiche chez vous? Oui, je le vois à l'écran, moi, apparaître. Ah, c'est plus partagé là. Hein. On n'a pas l'unanimité là. Je vais laisser encore quelques petites secondes parce que tout le monde n'est pas. Donc, tu n'as pas le nombre de participants. Si, mais s'il y en a qui ont des problèmes, effectivement, ils peuvent le dire aussi dans le chat qu'il y a un souci. Exactement, tout à fait. Donc, Laurent, cette fois, tu n'as pas voté, je suppose? Ah si, j'ai voté sur ce coup-ci aussi. D'accord, ok. Donc, il t'en manque un? Ouais, il m'en manque un, mais peut-être que la personne n'arrive pas à avoir accès. Ouais, voilà. Okay. Alors, hop, je vais vous partager les résultats. Voilà ce qui a été répondu. Il y a une personne qui pense 1 tous les 6 jours, 2 qui pensent 1 tous les 6 heures et une personne qui pense 1 toutes les 6 minutes. Et celui qui pense que c'est 1 toutes les 6 minutes, et c'est moi puisque j'ai mis la bonne réponse, effectivement, c'est quand même impressionnant. Mais en France, on est 1 500 000 travailleurs du BTP et statistiquement parlant, eh ben, malheureusement, on a une personne qui, toutes les 6 minutes, chute en France. Alors, effectivement, on chute de hauteur. Hein. On reparlera après des hauteurs, mais c'est quand même énorme, quoi. On dit qu'il n'y a plus personne pour travailler dans le BTP. J'ai l'habitude de dire, arrêtez d'en esquinter un toutes les 6 minutes, quoi. Et des fois, c'est des choses toutes bêtes, quoi. Ce matin, j'étais sur un chantier à Clisson. J'avais des carreleurs qui étaient en train de refaire une faïence dans un local poubelle. Ils montaient à presque 3 mètres de haut, enfin 2,50 m, 2,80 m ils étaient exactement. Et les gars, ils avaient juste un failli pauvre petit marchepied de 2 marches pour travailler. Déjà, ils s'emmerdaient sérieusement à monter et descendre avec leurs morceaux. Alors, je leur ai dit, les gars, vous auriez mis un petit échafaudage, vous auriez pu stocker dessus et travailler à hauteur correctement et en sécurité. Les gars, ils n'étaient pas contre. Mais comme ce sont des carreleurs, en plus, ce n'est pas des personnes qui ont l'habitude de travailler en hauteur. Ils n'ont pas forcément les équipements pour le faire. Ils n'ont pas forcément le raisonnement pour le faire. Donc, après, des fois, il y a des choses un petit peu particulières, comme j'ai rencontré ce matin. Mais bon, qu'un couvreur chute, c'est pas normal. Qu'un charpentier chute, entre guillemets, c'est pas normal. On a des moyens de faire. Je dis pas que c'est facile de tout régler, tous les problèmes, mais et honnêtement, dans 95% des cas d'accident que l'on va faire une étude, il suffit de pas grand-chose pour que l'accident ne se produise pas. C'était entre guillemets assez facile de solutionner la problématique. Donc l'objectif, c'est que vous aussi, de votre côté, quand vous envoyez les gens travailler en hauteur, posez-vous bien la question de est-ce que j'ai mis tout ce qu'il fallait à disposition ou est-ce que j'ai à l'intérieur de mon entreprise tous les équipements nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions et surtout éviter que mes gars et mes salariés chutent sur le chantier. Alors, question suivante. Hauteur, pour vous, c'est à partir de quelle hauteur? Et là, je ne répondrai pas. Comme ça, je ne vais pas fausser les stats, Mélanie. Alors, à partir de quelle hauteur? À partir de 3 mètres d'eau? À partir de la hauteur d'une marche d'escalier? Donc 17 cm grossièrement. Dès qu'il y a une dénivellation ou à partir de 1 mètre? Ce qu'on considère être une chute de hauteur, c'est ça que tu veux dire? Oui. Okay. Alors, les premières réponses arrivent. Ça laisse encore un peu de temps. Hein, parce que tout à l'heure, on a eu quatre réponses. Pour l'instant, j'en ai 2. Ah, c'est que ça hésite tant que ça? Peut-être, c'est peut-être ça. Ou alors qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes connexions. Les réponses ne sont pas nominatives, donc même si vous dites une bêtise, c'est pas grave, on ne vous accusera pas. Je vais laisser à peu près le même temps, 50 secondes comme tout à l'heure. Hop, et je vais mettre fin au sondage. Alors, je vais partager les résultats. On a une personne qui pense que c'est à partir de 17 cm, ce que tu nous as dit tout à l'heure, une marche d'escalier, et une personne qui nous a dit à partir d'1 mètre. Eh ben, il y en a un des deux qui est bon, et c'est le deuxième, à partir de la chute d'une marche d'escalier grossièrement. De toute façon,
Pardon, non, je me trompe, c'est dès qu'il y a une dénivellation. C'est vrai que j'ai fait toujours la distinction. J'ai l'habitude de dire que ce soit une hauteur de marche, 17 centimètres, que ce soit un tréteau, 1,70 m, que ce soit un étage, que ce soit 17 étages, 17 mètres, de toute façon, ce qui fait le plus mal, c'est quand vous arrivez au sol. C'est le dernier centimètre qui vous fait mal. Donc, dès qu'il y a une dénivellation, vous êtes considéré en chute de hauteur. Les statistiques, alors, c'est pour la réglementation, c'est les statistiques de la CARSAT, il n'y a que deux catégories de chute. C'est chute de plein pied, chute de hauteur. Chute de plein pied, je suis sur un niveau, je trébuche, je retombe sur ce même niveau, c'est une chute de plein pied. Je tombe même avec le si peu dénivelé, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 15 ou une hauteur d'une marche, et ben malheureusement, vous êtes dans une chute avec une dénivellation. Vous chutez d'un niveau, et quelle que soit la différence entre ces niveaux, vous êtes considéré comme une chute de hauteur. Donc, il n'y a pas de hauteur précise, c'est vraiment dès qu'il y a une différence entre le lieu où vous êtes et le lieu où vous arrivez. Donc, c'était Donc, bien dès qu'il y a une dénivellation. par exemple, tu descends du camion. Tu considères que c'est Oui, une chute de hauteur. oui, vous avez des gars qui vont charger, décharger des camions constamment. Le gars, il rate le marchepied. Entre la caisse du camion et puis le sol, il y a 35-40 cm. Ou si c'est le camion plateau, c'est un petit peu plus haut, c'est 80 cm. Quel que soit le toit, ou celui qui monte sur la galerie du véhicule, et de toute façon, que ce soit des 35, que ce soit des 80, que ce soit des 3 mètres, de toute façon, l'accident, s'il est esquinté, il sera classé dans les statistiques accident avec dénivellation, donc ce sera chute de hauteur aux yeux de la CARSAT et des statistiques. Dans les statistiques que vous pouvez retrouver régulièrement tous les ans, nous, notre site, la CAPEB doit les diffuser aussi de temps en temps pour faire un rappel qu'il y a quand même pas mal d'accidents encore. Si vous voyez les chutes, il n'y a que deux catégories, chute de plein pied, chute de hauteur. Donc dès qu'il y a une dénivellation, c'est une chute de hauteur. Alors, il faut aussi parler, effectivement, pour empêcher les gens de tomber, la priorité, c'est de ne pas monter, mais on sait que dans le BTP, il faut constamment monter pour travailler, pour faire les interventions. Donc, ici, il faut avoir des garde-corps. Comment juge-t-on l'efficacité d'un garde-corps? Un garde-corps est efficace quand il est quoi? Visible, quand il est fixé de manière sûre, rigide, continue, résistante, équipé de listes en acier et durable dans le temps. Plusieurs réponses possibles, bien évidemment. Le sondage est lancé. Oui. Tant que ça arrive un petit peu. Alors, j'ai des gens qui répondent visible. Fixé de manière sûre, rigide, continue et résistante, j'ai déjà 2 votes. Durable dans le temps, j'ai 1 vote. On va se garder encore une quinzaine de secondes. Ouais, 15 petites secondes, tant que les suivants répondent. Ouais. Vous nous direz, tiens, d'ailleurs, à la fin du webinaire, ce que vous avez pensé de ce système de questions-réponses, si c'était intéressant pour vous, si c'était facile à répondre. Voilà, je suis preneuse des infos. Hop, et je partage les résultats. Donc, il y a 2 personnes qui ont dit visible. Enfin, en tout cas, comme c'est cumulable, voilà. Les réponses, Oui, il y en a plusieurs qui peuvent être bonnes. voilà, Alors, visible, fixé de manière sûre et durable dans le temps. il y en a quand même 2 qui ressortent et qui sont effectivement les bonnes. Alors, visible, c'est pas forcément quelque chose, parce que des fois, on peut avoir des garde-corps qui sont en verre, ils sont pas forcément visibles, c'est pas du visuel, et il y a rien qui va vous le matérialiser, mais pourtant, il y en aura un. Mais la priorité, c'est fixer de manière sûre, donc rigide, bien évidemment. Ne mettez jamais un garde-corps pour faire beau et qui, au moindre coup de vent, il tombe, quoi. Donc, il faut que ce soit contenu et résistant. Il faut que ce soit résistant. La réglementation d'un garde-corps, il faut qu'une personne qui marche normalement, trébuche, tombe sur le garde-corps, il faut que le garde-corps résiste. Il y en a des fois, quand on les prend et qu'on les secoue comme ça, et qui commencent à s'éloigner de 40 cm de la façade, c'est un peu inquiétant. Donc là, effectivement, ils ne sont pas suffisamment résistants. Équipé de lisses en acier, c'est pas non plus une obligation de réglementation. La preuve, là, on a en photo un ensemble garde-corps d'un étancheur. Effectivement, il a mis une lisse haute en métallique et on voit bien que dessous, la sous-lisse, il n'y en a pas. Parce que c'est soit une sous-lisse ou ça avec un équipement assurant une sécurité équivalente. Donc là, le filet peut aussi faire office de garde-corps. Donc, c'est pas forcément équipé de lisse en acier. Et l'acier n'est pas non plus une obligation. Vous rencontrez encore beaucoup de garde-corps en bois sur les chantiers. Après, il faut mettre le bon bois et la bonne catégorie. Il faut que ce soit de catégorie garde-corps et c'est minimum 34 d'épaisseur, quoi. Entre autres, les couvreurs, arrêtez de me mettre de la volige ou du tasseau comme garde-corps, ça ne sert à rien. On croit que c'est beau, mais c'est juste beau de loin. Mais si un gars tombe dessus, ça ne le restreignera aucunement.
Et puis, il faut aussi que ce soit durable dans le temps. C'est-à-dire que le garde-corps, vous le positionnez, il faut qu'il fasse la durée du chantier. Et en plus, il faut que l'on puisse venir mettre les garde-corps définitifs sans éventuellement déposer les garde-corps provisoires. Ce qui va être le cas ici sur la photo, si jamais on a le serrurier qui vient nous mettre le garde-corps sur le petit accroterre, il faudrait qu'il puisse le mettre sans avoir à déposer le provisoire. C'est pour ça qu'on parle de durable dans le temps et continu, parce qu'il faut que ce soit continu entre la garde-corps provisoire de chantier en phase de réalisation du chantier et les garde-corps définitifs de l'ouvrage après, quoi. C'est souvent le cas que l'on voit aussi avec les menuisiers en intérieur quand ils nous posent ou les serruriers qui nous posent les garde-corps de la trémie d'escalier et qui virent celui qui est en provisoire et le gars il se retrouve face au vide. Et on a eu quelques cas d'accidents comme ça. Donc même il faut quand même, même pour un petit pavillon à étage, il y a une trémie d'escalier, il n'y en a qu'une à traiter et à gérer. Et tant que possible, mettre les garde-corps provisoires que ça ne gêne pas pour la pose du garde-corps définitif. Je sais que c'est très facile à dire, c'est pas toujours facile à faire sur le terrain. Question suivante, dimensionnement des garde-corps. Alors, qu'est-ce que l'on entend par le hauteur minimale réglementaire d'un garde-corps? Est-ce que ça doit être compris entre 1 mètre et 1,10 m au niveau de la ceinture du plus grand ouvrier, aux 2/3 de la taille du plus petit des ouvriers ou suivant la hauteur du plan de travail? Et là, vous pouvez constater sur la photo à côté que il y en a, il manque des morceaux quand même. C'est vrai, surtout tout en haut d'ailleurs. Ouais. Alors, j'ai déjà 2 votes pour la première solution, entre 1 mètre et 1,10 m. J'ai un autre vote pour suivant la hauteur du plan de travail. J'ai un vote pour aux 2/3 de la taille du plus petit ouvrier. Tu as mis des propositions qui ne sont pas faciles à dire, hein, je tiens à le préciser. Hop, je vais mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Hop là. Voilà. Bien, effectivement, c'est bien entre 1 mètre et 1,10 m, mais aussi c'est suivant la hauteur du plan de travail. Il peut effectivement y avoir des petites variations en fonction de ce que vous avez à faire, parce que ça va être le cas, par exemple, on va illustrer ça après avec un couvreur. C'est vrai qu'un couvreur, on dit qu'il faut 1 mètre, 1,10 m, sauf que le couvreur, des fois, il met sa console 60, 70 cm, 80 cm plus bas que le bas de pente pour pouvoir travailler et faire sa zinguerie. Sauf que quand le gars il monte après sur le toit, et ben éventuellement, là, il peut passer par-dessus le garde-corps. Donc là, il va falloir rehausser encore le garde-corps parce qu'en fonction du plan de travail où il va se situer, ça peut être un peu problématique. D'ailleurs, c'est ici. Je suis en train de chercher où est-ce que c'était. Elle est juste derrière. Donc, vous voyez que là, effectivement, si on le met qu'à 1 mètre ici sur l'image de gauche, effectivement, lui, quand il est debout dans sa console, OK, ça marche très bien. Sauf que quand il monte après sur l'égout, au niveau de l'égout qui va dans la zinguerie, là, il se retrouve avec des garde-corps qui vont être au niveau de ses genoux. Et si jamais il bascule en arrière, la courbe de chute va l'entraîner au-delà du garde-corps qui pourtant est réglementaire, parce qu'il sera à 1 mètre ou 1,10 m. Sauf que là, il faut anticiper justement toutes les configurations possibles d'utilisation du plan de travail, que ce soit sur le plancher, que ce soit en bas de pente. Et là, même si on a un chien assis sur la couverture, il faudrait que le garde-corps remonte vraiment beaucoup plus haut pour pouvoir aussi échapper, enfin qu'une personne échappe à la courbe de chute. Parce que là, du 1,50 m, ce ne serait pas suffisant pour le gars qui monterait sur le fêtage du chien assis de la couverture. Donc, c'est pour ça si vous avez tous retenu déjà le 1 mètre, 1,10 m, c'est déjà très bien. Et il y a quand même quelques petites subtilités, entre autres pour les couvreurs sur leur chantier, quoi. C'est vrai que les chantiers, les couvreurs, ils ne sont pas très exposés au risque de chute de hauteur. Petite question suivante. Utiliser un harnais anti-chute. Effectivement, de temps en temps, c'est autorisé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir utiliser un harnais? Une formation et la désignation du point d'ancrage, pour une courte durée d'intervention, une analyse des risques, une formation et une prime de risque. Tout le monde doit retenir la prime de risque si vous proposez ça à vos salariés, et une courte durée d'intervention et ne pas avoir peur. Alors, j'ai déjà 2 votes rapidement sur la première proposition, formation et désignation du point d'ancrage. 3 votes même. Très bien. Un vote pour la deuxième proposition, courte durée Pour les courtes durées d'intervention et une analyse des risques. Voilà. Et aussi pour la première. Enfin, je vais partager, ça va être plus simple. Okay. Hop là. Allez, on met fin, on partage les réponses. Ouais. Et effectivement, de toute façon, vous aviez tous raison.
Obligation de formation. Tout équipement individuel contre les chutes utilisées doit être obligatoirement mis sur un salarié qu'à partir du moment où il a reçu une formation adéquate. Et une formation, c'est pas on fait 3 minutes, on lui explique comment ça fonctionne et il va. Non, c'est une vraie formation. Sachez qu'un inspecteur de travail peut vous demander de justifier la formation. Donc, il faut avoir un document d'un organisme de formation pour pouvoir et vous devez aussi désigner le point d'ancrage aux salariés. C'est vrai que là, les textes, entre guillemets, c'est un peu mal foutu, mais dans les textes réglementaires, c'est imposé que c'est le chef d'établissement qui définit le point d'ancrage ou son délégataire, parce que bien souvent, les gars, ils s'attachent un petit peu sur ce qu'ils trouvent. Et il faut quand même avoir une résistance minimum d'1 tonne, parce que normalement, avec un on ne doit pas tomber de plus de 1 mètre en chute libre. On doit être stoppé assez rapidement. Sauf que quand vous faites 1 mètre en chute libre, vous faites déjà 800 kilos, quoi. Donc, grossièrement, ça va très, très vite, quoi. Et c'est autorisé pour des opérations de courte durée et non répétitives. Et à partir du moment où vous avez aussi fait une analyse des risques et que vous avez une évaluation qui vous autorise pour la courte durée, que voilà, j'ai pas ce qu'il faut en équipement de protection collective, mais avec mon équipement individuel, pour le quart d'heure que j'ai à faire, ça va le faire. Et à la limite, ce qu'on conseille, c'est aussi de faire des fiches de tâches précises ou des modes opératoires à l'utilisation du harnais et sur les configurations dans lesquelles vous l'utilisez. Comme ça, c'est plus rassurant pour tout le monde. Je me permets d'intervenir parce Oui. que c'est vrai qu'on a pas mal de questions de gens qui ne connaissent rien au secteur du bâtiment. Dès qu'on rencontre un journaliste ou un client, qu'on montre une photo de couvreurs travaillant sur les toits avec toutes les protections collectives adaptées correctement, on a très vite la question, mais ils ne sont pas attachés. Donc, on a besoin aussi de faire, pour info, on fait un petit peu aussi de prévention auprès du grand public. Sur le côté, ce n'est pas parce qu'un couvreur, c'est les couvreurs les plus visibles, n'est pas attaché sur un toit qu'il n'est pas en sécurité. Ah non, si son poste de travail est sécurisé avec les garde-corps en rive, les garde-corps en bas de pente, le fêtage sécurisé, enfin tout est encadré, il n'y a pas besoin effectivement d'avoir de protection individuelle. De toute façon, c'est toujours priorité aux protections collectives. Il faut toujours privilégier effectivement de mettre des garde-corps en pourtour de la zone de travail que de voir tout le monde avec un harnais sur le dos. Parce qu'en plus, si on met 2-3 couvreurs sur un chantier avec des sangles qui vont se croiser, on sait comment ça va finir. Les mecs, ils vont se décrocher parce qu'ils vont se prendre les pieds dedans. Donc, vaut mieux privilégier toujours en priorité les protections collectives vis-à-vis des protections individuelles. Et vos protections individuelles, vous les faites vérifier tous les combien pour ceux qui en ont dans leurs entreprises? 6 mois, 1 an, 2 ans ou jamais? C'est parti. J'ai déjà 2 votes pour tous les 12 mois, tous les ans. 3 votes même. Je pense qu'on doit pouvoir atteindre les 4 votes. Tout à l'heure, j'avais 4 votes. Allez, je te l'offre le 4e. Ouais, voilà. Et effectivement, si Mélanie a dit que vous aviez mis tous, effectivement, vérification, c'est tous les ans, obligatoirement, vous devez avoir ça. Alors, un harnais, c'est vrai que c'est pas forcément utilisé beaucoup, mais qu'il soit utilisé beaucoup ou pas beaucoup, généralement, les fabricants, ils vous disent qu'au bout de 10 ans, c'est mort. Et sur certains harnais de sécurité, vous avez sur une des sangles sternales une petite pochette qui s'ouvre avec un scratch. Et là, vous avez un petit tableau où il faut écrire justement les dates de vérification. Et ils ont mis que 10 lignes. Et ils considèrent que quand le tableau il est plein, eh ben, votre harnais il est à mettre au rebut. Donc, ils servent tous les jours ou qu'ils servent qu'une fois tous les 6 mois, mais au bout de 10 ans, il est quand même considéré comme mort. Donc, il faut bien les vérifier et puis s'organiser tout ça. Travailler dans une nacelle. Là, c'est pareil, on a souvent la question, est-ce que le port du harnais est obligatoire dans une nacelle? Pas du tout. Oui, suivant la notice du constructeur ou si je veux. J'ai 2 votes pour oui. Immédiatement. 3 votes pour oui. Ouais, je pense qu'on va en avoir 3 tout à l'heure, on en avait 3 aussi. Ouais, donc c'est l'unanimité, majorité unanimité, 3 sur 3. Et c'est à l'unanimité, et à l'unanimité, eh ben, vous n'avez pas bon. Parce que c'est suivant la notice du constructeur. Parce que vous avez des nacelles où le constructeur n'a pas prévu de point d'ancrage. Donc effectivement, à partir du moment où vous n'avez pas prévu de point d'ancrage, alors la petite subtilité, c'est que dans une nacelle ciseau, souvent, il y en a eu moins, il y en a eu, c'est revenu. Parce qu'au fond, les constructeurs, maintenant, selon les pays où ils expédient leurs nacelles, c'est des obligations. Si une nacelle de chez Manitou qui est construite à Ancenis, elle s'en va en Angleterre, c'est une obligation. Toute personne qui utilise un
une nacelle doit être attachée. En France, nous on dit, regardez, et je rejoins ce que disait Mélanie tout à l'heure, elle me parlait du couvreur avec ses garde-corps tout autour. Nous, c'est pareil, nous on dit un peu pareil, quoi. Si vous êtes dans un panier, vous restez les 2 pieds dans le fond de la nacelle, quelle est l'utilité de vous attacher puisque vous avez des garde-corps? Sauf que je mets un bémol. Parce qu'on a quand même quelques cas d'accident où des fois les nacelles ne sont pas vérifiées et il y a des mécaniques qui lâchent. On a eu une des ruptures de boulon d'une couronne qui maintenait un panier et le panier il a fait demi-tour. Heureusement, les 2 gars étaient attachés. Eux, ils se sont retrouvés suspendus à 6 ou 8 mètres de haut. Autant vous dire que là, ils étaient contents d'avoir leur harnais, les gars. Donc, et quand on est par exemple des charpentiers métalliques, comme j'ai pu rencontrer ce matin, bon là ce matin par contre il n'y avait pas de flaque d'eau, mais quand il pleut et que vous avez une flaque d'eau et que les gars ils avancent avec leur nacelle, la flaque d'eau, le trou qui est sous la flaque d'eau, il fait quoi? 3 cm ou 30 cm? S'il met une roue dans un trou qui fait 30 cm, autant vous dire que ça va faire catapulte le panier à l'autre bout. Donc là, c'est peut-être aussi très pertinent en extérieur de travailler avec des harnais dans les nacelles. Mais bien souvent, ça va devenir je pense que suivant le constructeur va passer dans le oui très prochainement parce que c'est vraiment tous les constructeurs sont en train de se mettre des points d'ancrage dans tout leur panier à nacelle. Mais si vous avez investi dans une nacelle il y a quelques années, peut-être que vous n'avez pas de point d'ancrage défini par le constructeur et dans la notice, vous ne trouverez pas non plus le où s'attacher. Donc c'est pour ça que là, il y a la petite subtilité. C'est selon vraiment la notice du constructeur. Allez, rappelez-vous vos cours de sciences physiques de 5e. Quelle est la force encaissée par une personne de 80 kg qui chute de 3 mètres, une hauteur d'étage, grossièrement? Est-ce qu'arrivé au sol, il fait 80 kg, 130, 180, 240? J'ai un vote pour 240. 2 votes pour 240. Est-ce que ça va? 3 votes, 4 votes. Ça influence quand il y en a un qui répond vite, j'ai l'impression aussi. Oui, c'est toujours. Et ils ont bien tous fait d'écouter, puisque effectivement, c'est la bonne réponse. Effectivement, quand vous chutez, c'est 240 kg répartis sur tout votre corps. Et après, ça dépend comment on tombe. Donc, je fais un petit peu long, on retient 240. Mais grossièrement, il faut savoir que quand vous chutez, si vous tombez sur vraiment la tête, là, juste 1,1 cm², grossièrement, votre tête, elle prend 1 tonne d'un coup. Vous tombez sur vos 1,80 m, c'est 240 kg répartis sur les 1,80 m. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais aussi que quand vous attachez un harnais, quand vous chutez avec votre harnais, il faut que le point d'ancrage résiste minimum à 1 tonne, puisque effectivement, quand vous faites 800 kg, vous tombez d'un mètre, vous faites 800 kg. Donc là, automatiquement, l'impact au sol va être extrêmement violent. C'est comme le principe de la ceinture de sécurité dans votre voiture, que là, ça résiste à des tonnes et des tonnes, mais on ne croit pas comme ça. Protection de trémie. Alors, sur celle-ci, qu'est-ce qui va bien? Citez une ou plusieurs anomalies sur cette photo. Est-ce que vous retrouvez que le sol est glissant? Est-ce qu'il manque des garde-corps au niveau de la trémie? Est-ce que la trémie n'est pas bouchée? Est-ce que la zone de travail est encombrée? Pour vous, qu'est-ce que vous me cochez là-dessus? Ouh, ça se partage plus que sur les autres questions. Ouais, mais il y a plusieurs possibilités de réponse aussi, donc c'est Oui, normal, oui, ça doit cliquer un peu partout là. ça s'étale, ça s'étale. Hop là, je pense qu'à peu près tout le monde a voté. Je vous partage les résultats. Alors, 4 sur 4 qui nous répondent que la zone de travail est encombrée. Alors, Les deux réponses du milieu, 3 votes. Et la première réponse, 2 votes. alors, je vais être honnête, c'est pas moi qui ai fait le PowerPoint, mais si je l'avais fait, j'aurais aussi mis la première. Pourquoi? Parce que moi, je suis un ancien bancheur de métier, je suis maçon d'origine, et je vois l'ombre d'une banche à côté, et on voit qu'il y a un petit peu d'eau au sol. C'est un peu humide quand même. Plus, je pense qu'il y a aussi de l'huile de décoffrage. Donc, je pense que le sol pourrait être glissant. Là, on dit, hey, on n'en sait rien, mais à la limite, ceux qui ont tout répondu, je le prends quand même. Donc, mais effectivement, là, il manque totalement les garde-corps. Là, on est dans une trémie d'ascenseur sur moi à côté. Le mec, il fait une chute de minimum un niveau et peut-être qu'il y a même la fosse pour mettre les moteurs. Donc là, il va descendre de 2 niveaux. Donc effectivement, là, c'est pas bouché, la zone de travail est encombrée, il peut se prendre les pieds un peu partout, voire chuter en arrière en mettant les pieds. Donc chantier un petit peu Mais c'est bien, accidenté. c'est un chantier qui est Oui. intéressant c'est justement un chantier qui est intéressant pour toi parce que sur une photo, tu as beaucoup de choses à dire. Ah mais oui, mais ça c'est le. Donc nous la fénélité, hein, c'est pas toujours de mettre le doigt où ça fait mal, même si c'est souvent comme ça qu'on a les premiers contacts avec les entreprises, c'est parce qu'on voit des choses qui vont pas, on les appelle et puis on discute. Et nous on est là pour vous accompagner. On vous propose plein de choses, entre autres pour les travaux auteurs. Et comme je disais, il y a une campagne qui avait débuté en 2015, qui a été jusqu'en 2018. En 2018, on l'a refait jusqu'en 2021. Bon après, il y a eu un sacré Covid qui est arrivé qui a un peu freiné tout ça, mais on a toujours nos questionnaires, on a toujours des
possibilité d'accompagner les entreprises pour pouvoir faire évoluer les entreprises sur le domaine travaux en hauteur, quoi. La finalité, c'est ça. C'est pas de vous laisser tout seul dans votre coin à vous débrouiller. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On propose des formations. Alors, nous, on ne propose pas des formations harnais, hein. Nous, on n'est pas vraiment dans le technique. C'est vraiment juste pour faire prendre conscience aux gens. On est plutôt sur de l'organisation et le management de la sécurité au sein de l'établissement. Et puis, donc, surtout, n'hésitez pas aussi à aller piocher sur notre site. On a plein de choses. Si vous mettez travaux auteurs, vous allez avoir une quantité phénoménale de documentation. Par exemple, des filets en sous-face. On a des déclics, des e-learning qui existent justement pour le port de harnais, pour monter les échafaudages, pour sécuriser les chantiers en hauteur terre. Enfin, on a plein de petits documents à disposition. Et quand vous allez sur notre site, vous avez aussi à chaque fois, alors là, forcément, j'ai fait les copies d'écran où il n'y en a pas, mais vous avez dialogué avec nos experts. Et vous tombez sur un conseiller de l'OPP, soit par mail, par chat, par téléphone. Vous pouvez nous contacter de 8h le matin à 18h le soir. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas, on est là et je fais partie des 24 conseillers qui passent 2 demi-journées par semaine à répondre justement à toutes les interrogations qui peuvent m'arriver de France, quoi. Et il y a aussi, j'en profite sur Oui. le site, il y a aussi des outils pour vous aider à sensibiliser vos salariés dans l'entreprise. Tu l'as dit rapidement, Laurent, mais Ouais. l'affiche qu'on avait mise sur l'invitation, il y avait un petit dessin avec les trémies. C'est des affiches qui sont proposées par l'OPPBTP que vous pouvez télécharger et afficher dans vos entreprises. Le message, à chaque fois qu'on va passer devant, voilà, il va continuer à s'imprimer. Donc là, vous avez parlé formation. Oh, pardon, je suis parti dans le mauvais sens, excusez-moi. Et puis, on essaye de prouver que faire de la prévention et de la sécurité, ça rapporte à une entreprise. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on a réussi maintenant. Et c'est pas que nous, c'est surtout les entreprises. Là, alors, je vais pas passer la vidéo parce que je vois qu'on a déjà dépassé le timing et la vue durée de 3 minutes. Donc, dans le PDF que Mélanie vous enverra, il y aura sur la diapo d'après. Là, ça va être un écran blanc, mais vous verrez, je remettrai le lien dessus. Vous avez une vidéo, il y a un artisan, hein, une entreprise de 8 salariés. La vidéo, c'est lui salariés. Mais voilà, le gars, il a investi dans un équipement qui coûte 25 000 euros. Mais finalement, quand il a fait ses comptes, il s'est rendu compte qu'il en a gagné 100 000 presque. Donc, effectivement, un artisan, quand il dit qu'il faut investir 25 000, il tique un peu, quoi, parce que lui, ce qu'il voit, c'est que les 25 000 qu'il perd. Sauf qu'il n'a jamais calculé combien ça lui rapportait justement de faire cet investissement. Et là, nous, on le fait pour eux en accompagnant les artisans. Et là, celui-ci, il est super content parce qu'il a gagné 100 000 euros. Alors, c'est vrai que le drone, c'est pour un charpentier, couvreur qui fait du monument historique, des églises. Donc, lui, à chaque fois qu'il devait faire un métier, il fallait qu'il loue une nacelle et ainsi de suite. Maintenant, il pose le drone sur la table de salon de jardin et puis ça part tout seul. Et lui, il n'a même plus besoin de monter. Donc, il a gagné en sécurité, il a gagné en rapidité d'exécution de ses métiers. Enfin, c'est phénoménal. Vous verrez ça sur le petit lien que vous enverra Mélanie. Hop, je passe. Et puis, il y a surtout un site qui est toujours actif, qui est dédié aux travaux en hauteur. Donc, n'hésitez pas à aller piocher. J'organise mon chantier, je choisis le bon équipement, je forme et j'informe mes salariés. Et là, vous avez aussi, vous voyez en bas, plus de 50 documents à télécharger pour pouvoir diffuser le message prévention par rapport au risque de chute de hauteur dans votre entreprise. Donc là, c'est pareil, vous aurez le petit lien en haut qui vous ramènera directement sur le site. Et je crois que c'était ma dernière diapo. Et puis, il y a aussi un petit truc qui n'est pas de l'OPP, mais on avait dit avec Mélanie qu'on en parlerait aussi, ce sont les subventions de la CARSAT. N'hésitez pas non plus, quand vous investissez sur ce matériel, à aller questionner et piocher sur le site de la CARSAT si ce que vous souhaitez investir rentre dans les possibilités de financement par la CARSAT Pays de la Loire. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir, quoi. J'ai regardé rapidement. Apparemment, il reste encore des fonds pour l'année 2022. D'habitude, c'est des fonds qui partent très vite. Là, Ah oui, c'est surprenant. Il en reste encore un peu. Alors, je n'ai pas regardé dans le détail sur toutes les aides, mais la CARSAT finance une partie des équipements de sécurité à partir du moment aussi où il y a engagement de la part de l'entreprise de former les salariés à la sécurité. C'est du donnant-donnant, c'est normal. Mais il y a des aides sur les équipements, les protections collectives notamment. Ouais. Et si jamais l'enveloppe attribuée 2022 était arrivée à court, préparez votre dossier, voyez ce que vous pouvez faire et dès début 2023, là, ils auront une enveloppe qui arrivera toute neuve. Donc là, vous aurez déjà peut-être plus de chances d'avoir effectivement et d'obtenir cette subvention, quoi. Tout à fait. Alors, merci Laurent pour cette présentation, déjà. J'ai aucune question dans le chat. Alors, soit vous n'avez pas de questions et c'est très bien, soit vous avez des questions à poser. Vous pouvez rouvrir vos micros si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez saisir votre question dans la zone de discussion. Et puis, si tout ça vous a plu et que vous n'avez pas de questions, on va vous envoyer tous les éléments à la suite de la réunion.
Vous aurez un petit questionnaire aussi de satisfaction. Vous pourrez dire ce que vous avez pensé de la réunion. Et puis voilà, je n'ai pas l'air d'avoir de questions. Et je voulais te demander, parce que comme je vois toujours pas d'écran, j'ai beau avoir coupé mon... Alors, tu peux couper le partage normalement. Attends, je vais essayer de te Alors, faire. attends. Ouais, parce que là, je peux même plus, j'ai plus les accès. Bah oui, parce que j'ai masqué tout à l'heure les barres de tâches, donc je ne sais pas comment on fait. Hop, Je crois que je veux... Ah, c'est bon, tu as repris la main dessus. voilà, j'ai repris la main. Merci, Mélanie. Alors, pas de questions. Pas de questions pour nous, merci. Merci, très enrichissante. Super. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ah bah, On un a fait. couvreur en plus, effectivement, très concerné. Voilà. N'hésitez pas, on vous renvoie ça tout de suite à la fin de la réunion. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain 33 minutes. Normalement, on en fait un dans 3 semaines à peu près sur les obligations de l'employeur. On n'a pas encore tout défriché, donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on va mettre dedans. Il y a beaucoup de choses à lire. Et au mois de décembre, on s'attaque pendant 33 minutes à la nouvelle réglementation sur les déchets. Je vous préviens, on va en entendre parler pendant un moment. Merci et bonne journée à tous.